Jaguar, faut qu'on en parle. Il y a eu un petit teaser qui a fait grincer des dents un peu partout, quand même, hein, parce qu'on voyait tout sauf une voiture. Ça ressemblait plus globalement à un lancement d'un mascara qu'autre chose. Et au final, aujourd'hui a été dévoilé le fameux concept type 00. Il n'a pas pris un petit peu le melon là quand il a expliqué qu'il aurait été champion du monde plus tôt s'il avait conduit dans une McLaren ou une Ferrari, parce que c'est un excellent pilote, hein, il a des nerfs d'acier. Mais expliquer qu'il aurait fait mieux que Charles Leclerc chez Ferrari et Lando Norris chez McLaren, peut-être un petit peu prétentieux, non ? Bonjour à tous, bienvenue sur l'Automobile Magazine. Bienvenue pour le Talk Show de l'AM, l'épisode numéro 3 et l'émission. On vous emmène avec nous dans nos débats au sein de la rédaction. Comme d'habitude, je suis accompagné de mes collègues. Pierre Lefebvre, rédacteur en chef adjoint de l'AM. François Lemort, qui est le chef de rubrique. Ouais, Max Lemort. Ou Max Lemort, ouais, aujourd'hui, c'est vrai qu'il y a un truc à fêter du côté de chez François. Gaël Brianceau, essayeur à l'AM. Et Christophe Congrega, essayeur également. Ça va, messieurs ? Oui. Ouais, Bah tout va ouais. bien. C'est marqué là. Ouais. Bon, alors avant qu'on parle de ça, moi je pose un truc direct là maintenant tout de suite. Ok. Jaguar. Faut qu'on en parle. Non. Parce que quand T'es même. sûr Ah Non, si, faut qu'on non. en parle. Ah, Jaguar. pourquoi Il y a eu un petit teaser qui a fait grincer des dents un peu partout, quand même, hein, parce qu'on voyait tout sauf une voiture. Ça ressemblait plus globalement à un lancement d'un mascara qu'autre chose. Et au final, aujourd'hui a été dévoilé le fameux concept type 00. Que j'ai vu. Voilà, que Pierre a vu exactement. Tu vas pouvoir nous en parler un petit peu plus en détail. Il y a aussi une vidéo dédiée sur la chaîne si ça vous intéresse. Le profil, sublime. Le reste, c'est compliqué. Alors, je vais d'abord revenir sur la polémique qu'il y a eu. Effectivement, tu disais on n'a pas vu l'ombre d'un début de commencement de carrosserie. C'est un petit peu dommage, en fait, finalement, que les gens réagissent si mal sans avoir rien vu, de pouvoir juger sur pièce. Ça, c'est vrai. Et puis surtout, il faut remettre les choses dans leur contexte. C'est-à-dire que Jaguar, ils sont globalement au bord du gouffre. Donc, faut qu'ils tentent quelque chose. Si on était ensemble en train de jouer au poker, en fait, Jaguar, il prendrait tous les jetons et il ferait tapis. Ouais, mais alors il reste plus beaucoup de jetons là chez Jaguar actuellement. Ils poussent le peu qu'ils ont Voilà. sur le. Mais après, alors, le design, évidemment, va faire jaser, va faire parler, parce que dans l'esprit de beaucoup de gens, et je pense qu'on est d'accord là-dessus, Jaguar, c'est évidemment la Type E, c'est la Mark II. Voilà, ce sont de très belles voitures, mais c'est vite oublié que ces voitures-là, elles sont sorties il y a des décennies. Et que, en fait, depuis, évidemment, ces chefs-d'œuvre, notamment la Type E, la marque, elle s'en est jamais vraiment remise, en fait. Alors, elle s'en est jamais remise, je suis d'accord avec toi. Après, il y a quand même eu pas mal de tentatives de leur côté pour faire des trucs cool. Typiquement, fin des années 90, la XK8, c'était quand même très très joli, qui a évolué en XK après, qui était sympa aussi. Et le F-Type qu'on connaît, où la production s'est finie il y a peu de temps, c'est quand même une belle voiture. Alors, Christophe, ici présent, dira que c'est probablement très mal fait en termes de châssis et de mise au point. Oui. Je suis un peu d'accord, mais c'est une voiture super attachante et très très jolie, quoi. Ils avaient des produits quand même qui faisaient vraiment très très envie. Alors, sauf qu'ils faisaient toujours référence au passé. Tu C'est prends vrai. l'XK8, tout le monde disait ouais, c'est une jolie voiture, mais enfin l'XK8, clairement, fallait être aveugle pour pas voir que c'était, on va dire, un bel hommage à la Type E. Le principal problème de Jaguar, c'est que, ils ont couru un petit peu après ce succès-là. Quand Tata a racheté il y a quelques années, donc Tata, Ouais. le groupe Constructeur indien, ils ont voulu marquer une rupture. Et finalement, c'était sans doute peut-être la meilleure des solutions. C'est-à-dire, soit ils continuaient à faire du néo-rétro pour mourir, soit ils tentaient un truc en cassant leur design, etc., en cassant leur image. Malheureusement, il est clair que la mayonnaise, elle n'a pas pris du tout. Pour l'instant, on verra. On se donne un ordre d'idée des résultats du groupe Jaguar Land Rover, puisque c'est la même boutique. L'année dernière, c'est 460 000 voitures à la louche. Et là-dessus, il n'y a que 60 000 Jaguars. Donc, à l'échelle mondiale, Jaguar, c'est un petit pousset. Alors, Et tout le reste, du coup, sur le chiffre que tu disais, c'est Land Rover ? tout le reste, c'est Ouais. Land Rover. Ouais. Ok. Et en fait, alors, on a le droit, évidemment, de dire c'est beau, c'est moche. Enfin, de toute façon, on va dire c'est comme l'art, si tu veux. Oui, c'est pas C'est faux. subjectif, mais on peut pas nier deux choses. La première, c'est qu'ils ont voulu replacer la marque sous les projecteurs. Alors, même s'il y a eu du bad buzz, comme on dit, finalement, l'opération, elle est du buzz, réussie c'est du buzz quand même. de ce point de vue-là. Et après, en termes de design, moi, pour avoir vu le véhicule en vrai, je suis incapable de vous dire si j'aime ou je déteste. C'est ça qui est paradoxal, c'est-à-dire qu'il y a des angles, tu parlais du profil,
qui est particulièrement élégant, massif. Hein. Alors, il faut rappeler que c'est un concept car. Pour le moment, la première voiture qui sortira fin 2025, ça sera une berline. Elle sera fortement inspirée, évidemment, de ce style-là. Mais le profil est singulier. C'est surtout l'avant et l'arrière qui peuvent choquer. Après, est-ce qu'en série, ils vont tout garder à 100% ? On verra aussi. Il y a des chances que non. Mais en tout cas, ça fait quand même beaucoup réagir. On a posté donc la vidéo ce matin à la levée de l'embargo. Je suis sur la chaîne YouTube, là, je regarde un peu les commentaires. Beaucoup de gens qui commentent, et malheureusement, c'est très, très négatif. En disant les codes de la marque, c'est visiblement de supprimer les ouvertures. C'est vrai qu'on n'a pas l'impression qu'il y a même des portes sur ce concept, alors qu'on les voit quand même en élytre dans la vidéo. Il y a des gens qui ont des commentaires un peu fleuris, du style c'est une bouse colorée ou ce genre de choses. On est très loin de la type E. Ils font fausse route. Les consommateurs veulent pas de véhicules 100% électriques. Même Lotus en revient, ce qui est pas faux. Alors, ce qui n'est pas faux. C'est cet internaute. C'est lui qui met le doigt là où il faut le mettre, en fait. Ouais. Parce que le principal souci pour l'avenir de Jaguar, c'est pas tant de casser ce design, enfin de choquer avec ce design-là, pardon, c'est de persister sur le fait de vouloir être une marque, premièrement, 100% électrique et surtout beaucoup plus chère qu'avant. Ouais. Donc là, il y a 2 écueils et 2 vraies questions qui se posent parce que globalement, cette annonce-là de passer à l'électrique, elle a été faite de mémoire en 2021. Donc il y a 4 ans, c'est un autre contexte, il y a presque 4 ans, c'est un autre contexte. Sauf que depuis, on voit des constructeurs qui rétropédalent sur cette stratégie. Totalement. Bah, là, Volvo, Lotus, Mercedes, Porsche. Lotus aussi, enfin bref. Ouais, parce qu'à l'échelle mondiale, parce que ces constructeurs-là, ils vendent dans le monde entier, globalement, en Europe, on continue de pousser sur le 100% électrique. C'est beaucoup moins vrai ailleurs. Oui, c'est sûr. Et puis surtout, c'est quelque chose, comme tu dis, très très européen. Voilà, ça ne veut pas dire que ça marchera forcément du coup pour la marque. Un petit mot sur ce concept. Qu'est-ce que vous en pensez, vous ? Le problème, c'est que c'est du design, donc c'est très très personnel. Moi, personnellement, j'adhère pas à ce genre de formes qui sont ni pratiques, ni pour moi séduisantes. Mais après, ça, c'est pratique. chacun, c'est sûr qu'il y a un concept massif de 5 chacun le mètres voit. de long. Mais je reviens sur ce que dit Pierre. Pour moi, une Jaguar, on l'a oublié parce que même nous, qui sommes déjà moins jeunes que d'autres ici, on était déjà pas nés quand ils sortaient des voitures qui ont marqué leur époque et qui, à leur époque, si je dis pas de bêtises, étaient déjà des voitures concurrentielles en matière de prix. Et nous dire que Jaguar se prend pour Rolls-Royce dans quelques années, moi, je pense que c'est très très compliqué pour eux. Si ce n'est pas Rolls, au moins Bentley, quoi. Oui, mais que ce soit Rolls ou Bentley, se dire maintenant on va faire des voitures beaucoup plus chères que ce qu'on a vendu jusqu'à présent. Je ne sais pas si dans l'histoire il y a un exemple. Christophe, qui est la mémoire vivante de la rédaction, pourra peut-être nous dire, mais je ne connais pas d'exemple de marque qui se dit on arrête cette catégorie, on fait beaucoup plus cher et ça a marché. Je ne sais pas où ils ont. Audi dans une moindre mesure, non ? Audi, mais ça a mis entre 20 et 30 ans pour complètement changer le niveau de la marque. Jaguar, ils n'ont pas 30 ans devant eux, c'est sûr et certain. Non, ils les ont pas, d'autant plus que, comme on vient de le dire, ils partent sur du 100% électrique et tout le monde est en train de se dire finalement 100% électrique, c'est peut-être pas la bonne voie, les clients adhèrent pas et peut-être pas à ce niveau d'exclusivité, de prix. Et on a quand même des clients qui attendent une âme, quelque chose, et peut-être aussi un peu de moteur thermique parce que c'est quand même sympa encore aujourd'hui. On voit même des marques comme Rimac qui se disent on est né avec l'électrique et on n'arrive pas à les vendre à des clients très chers et très haut de gamme, très performants. On est en train de se dire que la prochaine, elle ne sera pas 100% électrique. Donc c'est un gros pari pour Jaguar et on n'est pas sûr qu'ils aient raison. Il y a ça chez Lotus aussi. Oui, totalement. Ils vont rétro-pédaler sur le sujet. Oui, le pari est globalement très risqué. Et après, le design, écoute, c'est toujours pareil. C'est une question de goût. Voilà. Absolument. Bon, pour passer sur un sujet peut-être un peu plus politique, il y a une annonce un petit peu particulière dimanche. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus là-dessus ? Carlos, bien sûr. Pas le chanteur. Hein. Non, monsieur Carlos Tavares qui annonce sa démission avec effet immédiat, je crois que c'est ça. Absolument. Donc, un peu La question, c'était un peu de savoir, je ne sais pas si on aura le fin mot de l'histoire. Certaines sources en interne disent que c'est lui qui a dit « bye bye ». Je ne suis pas d'accord. D'autres disent qu'il a été poussé gentiment par le conseil d'administration à dire au revoir. Le vrai du faux, je ne crois pas qu'on soit... Pour l'instant, en tout cas... Ouais, difficile à démêler. Tout. Donc, par contre, ce qui est un peu compliqué, c'est que ça a déjà été annoncé qu'il n'y aurait pas de successeur là dans l'immédiat, style la semaine prochaine. Il faudra attendre quand même 2025. C'est plutôt normal, vu la taille du groupe et le genre de décision. Ce genre de décision-là est tellement importante que tu ne peux pas décider comme ça de dire... Non, c'est la fin de l'année. C'est sûr, mais du coup, c'est un peu étrange qu'il annonce son départ à effet immédiat. Ça dit une chose, c'est qu'il y a eu clairement un couac. Oui, c'est ça. On n'est pas d'accord, on n'est plus d'accord. Alors, qui n'est pas d'accord avec qui ? Forcément, c'est les deux parties.
Mais qui est le moins d'accord avec l'autre, on saura pas. Sachant il faut préciser qu'il devait théoriquement partir à la fin de l'année prochaine. C'était quelque chose. Il devait théoriquement aussi participer au phénomène de qui va me remplacer et un peu coacher quelqu'un en disant là je vous conseille quelqu'un. Là visiblement François a raison. S'il décide de dire moi je m'en vais, j'en ai marre, visiblement il a décidé de dire j'ai fait ce que j'avais à faire, je suis pas d'accord avec ce qui. Et d'ailleurs accessoirement c'était ce qu'il a fait pendant les périodes Covid a rapporté beaucoup d'argent à Stellantis. Depuis la sortie du Covid, c'est très très compliqué financièrement pour Stellantis. Apparemment, il n'avait pas forcément de solution immédiate. En plus, il y a les histoires de moteur PureTech, il y a les histoires d'airbag Takata. Ouais, il y a plein de choses qui plombent. Bien sûr, quand tâche aussi un peu l'image. Il y a plein de choses qui plombent Stellantis en ce moment. Alors qu'il n'en a pas été forcément la cause pour le coup. Parce que Takata et PureTech, ça date pas de Carlos Tavares. Mais par contre, son successeur ou sa remplaçante, on ne sait pas si c'est un homme ou une femme, la personne qui va le remplacer héritera par contre des choix que lui-même a fait ces dernières années. Et la mission s'annonce très compliquée. Je leur souhaite bonne chance pour trouver le ou la bonne candidate. Oui, c'est sûr. Surtout sans passation de pouvoir, pour le coup. L'une des raisons principales de son départ, ça reste une histoire de gros sous aussi. Parce qu'il ne faut pas oublier que quand Stellantis a été créé, il annonçait des marges absolument faramineuses au niveau des constructeurs très haut de gamme, donc des marges à 2 chiffres. Et alors, globalement, ça a tenu jusqu'à il y a 1 an à peu près. Et donc, il y a de nombreux nuages qui sont amoncelés au-dessus du groupe. Et les résultats financiers, évidemment, sont mauvais. Et globalement, le conseil d'administration l'a aussi sanctionné. Mauvais, ou du moins un peu dur. C'est-à-dire que la marge doit être juste en dessous les 10%. Elle est quand même pas mal. Il gagne de l'argent. Mais oui, il devait attendre un peu plus. Et puis surtout, il y a eu de l'eau dans le gaz avec les États-Unis. Les marques ont eu du mal à écouler des stocks très importants, les prix étaient trop élevés. Il y a eu des problèmes avec l'Italie, puisque c'était tendu avec les responsables italiens sur qu'est-ce qu'on fabrique ou est-ce qu'on ferme des usines ou pas. Donc, il y avait quand même beaucoup de signes qui annonçaient que ça allait pas être simple. Donc oui, là, il est parti. Il semblerait en interne, d'après nos infos, que ce soit lui qui ait dit « Bon, on n'est pas d'accord, moi je m'en vais, débrouillez-vous ». Ça va pas être facile dans les années à venir parce que c'était un cost killer, donc il a en fait réduit beaucoup les investissements et les moyens de développement. Beaucoup en interne s'en plaignaient. Mais pas son salaire annuel, par contre. Pas son salaire annuel, puisqu'il était indexé sur les résultats. Donc ça a pas mal agacé en interne. On a entendu des réactions devant les usines là, hier matin. Les gens n'étaient pas mécontents qu'il s'en aille. Il n'était pas super bien vu en interne. Quand même. Ouais, ça c'est sûr. Ce qui est certain, c'est que c'est pas une bonne nouvelle. Enfin, du moins, dans le timing, ce n'est pas une bonne nouvelle et que le groupe est effectivement en difficulté. Et donc la présidence, on va dire intérimaire, c'est John Elkann. Donc, qui est le président du conseil d'administration qui va prendre les dossiers. Mais globalement, sacré challenge pour celui qui va lui succéder. On verra. Je pense que il n'y a pas beaucoup de candidats parce que cette entreprise est absolument gigantesque. Il y a des intérêts américains, évidemment, et des intérêts en Italie aussi. Et bien évidemment, dans notre pays, dans une moindre mesure, parce que je crois que la famille Peugeot est aux alentours de 7,5% à 7,5% à peu près de l'actionnariat. Mais bon, globalement, celui qui va prendre la barre du bateau va tout de suite subir une grosse tempête. Déjà, la première chose, ça va peut-être essayer d'unifier un petit peu ce très grand groupe avec beaucoup de marques et essayer au moins de trouver une réelle place à chaque marque et sans qu'elle se marche un peu trop sur les pieds. Tu as quand même un positionnement qui est souhaité par chaque marque. Alors après, mais je crois que tu as très bien dit la chose. Tu as un positionnement souhaité. Bah oui. Arriver à donner une réelle identité à chaque marque là-dedans, ça devient très compliqué. Il ne suffit pas de le dire pour l'être. C'est ce qu'on disait tout à l'heure avec Audi. Tu dis pas je suis premium. Ouais, il faut le prouver. Avec Jaguar, tu dis pas je suis premium et je suis Rolls-Royce. Bah vas-y, prouve-le. Prouve-le pendant 7, 8, 10, 15 ans et après on verra. Et puis là, oui, il y a parfois des skis qui se croisent sur des positionnements entre Lancia, Alfa Romeo, DS. Ou ne serait-ce que le repositionnement d'Opel, tout se revendique, qui est censé être au niveau de Peugeot. C'est compliqué aussi pour une marque qui était globalement vendait des voitures qui étaient assez abordables il y a quand même quelques années. Aujourd'hui, ils ont des coûts qui n'ont plus rien à voir. Moi, je trouve que c'est un repositionnement dans le cas de Peugeot parce que toutes les voitures ont augmenté. Dans le cas d'Opel, pardon, toutes les voitures ont augmenté, tout le prix des voitures a augmenté. Aujourd'hui, les Opel sont pas mal placés en tarif, alors que DS, Alfa Romeo et Lancia se revendiquent. Oui, clairement, une gamme au-dessus. Ça ne veut pas dire que les produits sont mauvais, mais ça veut dire qu'il faut le dire, faut convaincre des clients surtout pour faire des volumes, en fait. C'est juste ça le sujet. Après, tu parlais d'unifier, c'est compliqué. 14 marques avec. 15 même, avec les moteurs. Ouais. Et des continents différents. Et avec, quand c'est RAM qui doit. Quand c'est la marque RAM aux États-Unis qui génère le plus de cash, eux, l'électrique.
Ils en ont un, je crois, quand Ils en même. ont Mais un, parce qu'il faut le faire. Mais enfin, Ils ont une plateforme. C'est pas lui qui va générer le pognon. Donc c'est unifier, avoir une vraie synergie, c'est hyper compliqué. Alors elle existe parce que quand on voit justement les ramifications sur le plan industriel, Ouais. pour produire des modèles, ça fonctionne, ça a été bien mis en place. Après, les effectifs en ont fait les coups, quoi. Les personnels aussi. Ce qu'on peut peut-être craindre quand même pour la suite de l'histoire de Stellantis, c'est qu'il y a certaines marques qui soient vendues, voire qui disparaissent. En l'occurrence, Carlos Tavares, moi je l'ai rencontré lors d'une table ronde au dernier mondial de l'automobile. Il n'excluait pas à l'époque éventuellement de se séparer d'une marque comme Maserati, qui a beaucoup de mal. Mais on peut en citer d'autres. Il y a d'autres marques qui sont, entre guillemets, au niveau des volumes, qui ne sont pas suffisamment fortes pour amortir des investissements. Donc, voilà, c'est assez inquiétant quand même, globalement. C'est sûr. En tout cas, si Maserati sort du giron Stellantis, on est peut-être en train de voir les dernières Maserati. Je pense que ça risque d'être très, très, très compliqué pour eux de continuer solo. Ferrari serait peut-être client. Hein. Oui, puis il y a des plus marques de synergie avec Ferrari qu'avec les autres marques de Stellantis. Oui, ça c'est évident. Mais est-ce que Ferrari serait OK pour reprendre, entre guillemets, un boulet comme ça? Parce que c'est compliqué, quoi. Le faire vivre industriellement, c'est autre chose, quoi. C'est comme dans l'immobilier, tout est une histoire de prix. C'est ça, tout le monde a un prix. Voilà. Non, mais ça peut être extrêmement positif comme négatif. Il y a dans l'histoire de l'automobile des exemples de marques qui ont été rachetées ou qui étaient en difficulté, qui sont mortes. Je peux citer Saab, par exemple. Ouais. General Motors, ils ont dit game over. Et puis, le gouvernement suédois n'a jamais accepté de vendre la marque, parce que peut-être que la marque aurait connu un destin à la MG. Tu vois, tu as un MG Seaburster par exemple, toi. Ouais, c'est un actionnaire chinois, mais la marque a évidemment est anglaise à la base et elle existe encore. Donc, wait and see. On verra bien. Mais en tout cas, beaucoup de défis pour Stellantis. Prochain sujet? Qui veut se lancer? Moi. Tu es malade. Il piaille depuis tout à l'heure. On peut pas. C'est surtout qu'à chaque fois que je dis que je vais pas en parler la fois d'après, j'en parle la fois d'après. C'est parce que c'est le championnat qui m'oblige à en parler. Non, c'est ta Verstappen, je vais y arriver. C'est pas facile. Peut-être. Ouais, en tout cas, évidemment, t'as mis la casquette. Monsieur est champion du monde. Mais évidemment, j'avais dit que je viendrais avec un peu. Lui, hein. Lui, j'aimerais bien voir son. Non, Verstappen. J'aimerais bien voir son cheveu sur la langue aussi. non, t'aimerais surtout avoir son salaire. Ah, peut-être son talent. Et sa nana aussi, quand même. Ça va avec. Attention, ta femme t'écoute, alors. Peut-être. Champion du monde. Champion du monde, 4e titre d'affilée. C'est pas vraiment une surprise. Il y avait petite bataille quand même, mais vu la solidité du bonhomme. Bon, voilà. Je suis d'accord. C'était juste question la solidité du début de saison. Ouais, après, c'est sûr. Petite surprise quand même. Enfin, c'est pas une surprise, mais c'était pas simple. C'était pas dit. D'ailleurs, à ce propos, il n'a pas pris un petit peu le melon là quand il a expliqué qu'il aurait été champion du monde plus tôt s'il avait conduit dans une McLaren ou une Ferrari, parce que c'est un excellent pilote. Hein, il a des nerfs d'acier et c'est ça qui lui a permis de gagner le championnat à la fin. Ça, personne ne le nie. Mais expliquer qu'il aurait fait mieux que Charles Leclerc chez Ferrari et Lando Norris chez McLaren, peut-être un petit peu prétentieux, non? Franchement, je demande d'avoir. Alors, on peut pas savoir parce que de toute façon, tu le verras pas dans ces voitures-là. Enfin, en tout cas, cette année. Pas tout de suite. Ceci dit, je pense que je suis assez d'accord avec ce qu'il dit quand même. C'est plutôt un aveu. C'est plutôt un aveu, je trouve, et un peu de la communication envers sa propre écurie en disant les gars, va peut-être falloir se bouger un peu quand même parce que là, à côté, ils sont en train de remonter très très fort. Et aujourd'hui, on n'est plus du tout la voiture qui domine de très loin comme ça, quoi. C'est surtout ça, en fait. Je trouve. Le propos est un peu provocateur, ça, c'est un peu de la com', c'est sûr. Mais ils le sont tous à leur manière. Et ce qui veut dire aussi, c'est qu'il a une bonne partie de la saison, il n'a pas eu la meilleure voiture. Parce qu'il y a quand même eu beaucoup de vainqueurs cette année. Oui, c'est vrai. Mais ce qui est très sympa. C'était vachement cool pour nous. C'est à regarder, du coup. Voilà, téléspectateurs ou spectateurs sur les circuits. Et alors, champion avec une autre voiture, j'en sais rien. Personne ne peut le dire. D'ailleurs, il s'est fait recadrer par Leclerc qui très gentiment a dit personne ne peut le dire puisqu'il ne connaît pas ma voiture, il ne connaît pas celle de l'autre. On est d'accord. Oui, ce qui est très vrai. C'est très difficile à dire. C'est sûr, mais ce qui est certain, c'est qu'il aurait peut-être été mieux classé à la fin de l'année que les propres pilotes avec leur voiture, parce que lui-même n'a pas eu la meilleure. C'est pas certain. C'est sûr. Il n'a pas gagné avec la meilleure caisse du plateau. Il y a beaucoup de courses, et ça, c'est lui qui l'a dit. Bon, c'est facile de le dire, mais ses rivaux l'ont dit aussi. Lando Norris en premier a dit il n'a probablement pas eu la meilleure voiture du plateau une bonne partie de la saison.
peut-être même au-delà de la majorité. C'est quoi? Il a gagné tout le début de saison quand la voiture était au-dessus du lot, mais c'est quoi? C'est 5-6 courses Barcelone, déjà 7 courses. Ouais, 7 courses globalement où c'était domination absolue. Voilà. C'est ça. Comme les années Miami, précédentes. McLaren apporte une modif sur la voiture qui est hyper efficace. Et de là, l'avance a fondu, un peu plus de 40 points, je crois, il a eu à un moment donné. Et mathématiquement, Lando Norris aurait pu être champion du monde. Ah ouais, Donc, totalement. ce qu'il a réussi à faire, et ce qu'ont pas fait les autres, ce qu'a pas fait Lando dans un premier cas, et peut-être d'autres pilotes aussi, et ce qui est vrai, c'est qu'il maximise toujours le potentiel de la voiture. C'est-à-dire que si la voiture peut faire 5, il fait 5, alors que son coéquipier fait 10, 12, 15. Au mieux. Et voilà. Au mieux, parce qu'il a eu du mal, Sergio, Non, cette année. Parce qu'il est complètement largué. Et Il y a un vrai talent là, tu peux pas le c'est ça, nier. c'est-à-dire qu'à la fin, il n'a pas la meilleure caisse du plateau cette année, il est champion du monde. Et Red Bull va finir 3e du championnat. Donc il a vraiment pas la meilleure voiture du plateau. Ouais, c'est clair. Donc, il Ou a pas pris- le meilleur coéquipier. Aussi. On peut aussi voir le problème comme ça. Ah bah, pour le championnat constructeur, c'est certain. C'est On dur. t'es omnibilé par la F1, mais dans le sport auto, on oublie souvent de parler de rallye, juste petit aparté comme ça. Un Belge champion du monde des pilotes, et lui, c'est quand même de l'abnégation. Thierry Neuville, c'est clair, Ouais, il a enfin Parce que réussi à. l'éternel poule, c'est un peu le concrétiser. Poulidor du rallye, toujours 2e, donc Ouais. c'est un peu compliqué. Champion du monde cette saison, bravo à lui. C'est vrai, Voilà. bravo à lui. Oui, Après, c'est une belle histoire belge. comme quoi Parce que, comme quoi la persévérance a du bon. Exactement. Bon, un peu de chance aussi, parce que cette année, il y avait quand même les 2 anciens champions du monde qui étaient là en touriste un peu. Ils venaient quand ils voulaient. Ou pas à la fin, Ogier et Ogier. Rovanperra. Ouais, non, mais oui, il a raison. À la Ogier, fin, pas à la fin, hein. Ogier, il était là Il systématiquement. fait, Mais Ogier il a qui, là, pas il fait une erreur qui coûte Oui, mais très il cher. fait pas toute la Mais il saison. a pas fait une saison régulière. C'est vrai. Les deux ne font pas la saison. On verra l'année prochaine. Rovanperra sera là pour toute l'année, donc je pense que ça sera. Après, c'est quand même dur de dire que son titre est dû à ça, quoi. Non, je dis c'est- pas qu'il est dû à ça. C'est Je compliqué. dis qu'il n'a pas la pleine valeur qu'il pourrait avoir s'il y avait eu Rovanperra et Ogier toute l'année. Ça, c'est Forcément. évident. Mais c'est, oui, bah, bien sûr. Et comme Toyota qui a gagné le WEC, C'est exactement ce que j'allais dire. Voilà. Toyota, quand Au ils moment étaient où- tout seuls, bah, voilà, c'était compliqué. Ouais. Et... Enfin, Faut faire c'était quand pas même. compliqué. Faut faire, Maintenant, Quoi ça qu'il l'est. arrive. Mais Il a oui, gagné il faut en le faire. constance, il sortait Oui, parce que pas mal. Je crois qu'il gagne qu'un ou 2 rallyes dans l'année. Oui, hein. mais il sort Voilà. plus. Et donc, il termine dans les points. Et parfois, les grands pilotes, c'est aussi à ça. D'ailleurs, mais en parlant de points, d'ailleurs, je sais pas si vous avez vu le nouveau barème, le barème des points en rallye aujourd'hui, c'est totalement et complètement incompréhensible, puisque un pilote qui se sort et qui casse sa voiture une journée peut repartir le lendemain et reprendre des super, ça. points. Non mais sérieusement, T'as un respawn, peut-être c'est comme lancer sur un notre jeu carrière. vidéo. sérieusement, tu regardes la façon de comptabiliser les points en rallye. Faut avoir fait maths sup pour comprendre un peu comment ça se passe, parce que le mec qui gagne le rallye, qui fait toutes les séries, je sais pas, je crois que Ogier sur un rallye, il a gagné la majorité des spéciales. Il était quasiment en tête tout le temps, et à la fin des 3 jours, il marque pas tellement plus de points que les 2 ou 3 derniers, enfin les 2 ou 3 qui le suivent. C'est très particulier. Ah, j'avoue que je Ce qui est connais certain, pas du c'est tout que la s'ils voulaient complexité. rendre le spectacle plus facile à comprendre pour le grand public, ils pouvaient pas s'y prendre. Là, on comprend rien, parce Ouais. que tu peux être 2e ou 3e du rallye et marquer plus de points que le premier. Quoi. C'est bien, c'est très compliqué. C'est un Ouais. peu compliqué. Un peu. Non, il y a un autre sujet intéressant, c'est qu'il y a la Formule 1. Il y a Sergio Pérez qui va peut-être perdre sa place parce qu'il est vraiment pas assez rapide maintenant. Mais ça, c'est peut-être bon signe pour un petit Français qui roule en F2 qui s'appelle Isaac Adjar. Isaac Adjar, bien sûr. Qui est 2e du championnat à un demi-point du leader. Il reste une course, donc il a toutes les chances de l'emporter. Et il a vraiment pas eu de chance en début d'année parce qu'il s'est fait sortir 2 fois. Il a eu 2 casses moteurs. Donc en fait, il est parti de très loin. Il est très rapide. Il est plutôt bien dans sa tête. Et il est dans les petits papiers d'Helmut Marko, qui est donc le responsable de la filière de jeunes pilotes. C'est pas un mec tendre, c'est un mec, quand il dit du bien de quelqu'un, il faut faire une prière, hein, on le voit Ouais. jamais. Donc là, il a l'air d'être très très bien avec Helmut Marko. Il a une grande chance d'être en F1 l'année prochaine et ça va être intéressant parce qu'il Et il il est a tout jeune et il va précisé- très vite. il a T'as quand précisé même. que c'était Formule 2 parce que j'ai pas entendu. Oui, Oui, je dis oui, Formule 2 pilote au de début. Formule 2 actuellement. Faut ouais. suivre. hein. Il a quand même un atout en plus dans sa manche, c'est qu'il a des réflexes de Jedi. Hein, parce que globalement, si vous avez tous vu Oh là. l'évitement de taré qu'il fait dans le tunnel de Monaco pour éviter un pilote qui a arrêté sur la droite, c'est juste hallucinant. Et lui-même en revenait pas d'ailleurs. Mais en tout cas, oui, ce serait assez sympa de le voir en F1 l'année prochaine ou celle d'après. A parce que priori, l'année il y a quand prochaine, même, il a des bonnes chances. Et Helmut Alors, Marko ça- a l'air ça- de dire que ça- c'est une sorte de ça petit voudrait pros. dire, Donc, ça voudrait dire que Lawson prendrait la place de Perez et que lui irait chez Racing Bulls. On en saura un peu plus à la fin du week-end prochain, parce que c'est là que ça va être Ça décidé. tracte énormément, effet. ouais. Mais ça part dans ce sens-là, oui. Bah, c'est-à-dire que on a vu Christian Horner a traîné pas mal chez Williams. Ouais. Où il y a Colapinto Oui, en effet. aussi. Oui, mais Oui. Liam Lawson est dans Ouais. l'écurie petite sœur, donc pourquoi pas. Isaac Adjar, est-ce qu'il mérite son baquet déjà chez Red Bull ou est-ce qu'il mérite
Probablement, Red d'abord Bull, une entrée chez ils ont Racing quand Bull. même, par le passé, leur truc, c'est quand même un peu de prendre Toujours. tous les jeunes pilotes qui arrivent, Toujours. ils les essorent. Bon, c'est voilà, ils font leur truc, on aime ou on n'aime pas. Mais en tout cas, c'est genre, t'as ta place si t'es bon tout de suite, quoi. Et en Ouais. l'occurrence, oui, non, c'est sûr, c'est c'est un peu rude, mais Il y a que Perez qui dit non, mais je serai là l'année prochaine. Mais il sera certainement là, mais peut-être dans le rôle d'ambassadeur, parce qu'il est important pour le marché sud-américain, Oui. pour vendre des canettes. ouais, c'est très important. il amène Donc, il aura un énormément rôle, de sponsors. vraisemblablement. Mais un volant, c'est vraiment pas sûr. Ouais, d'ailleurs, vous avez vu, parce que Colin Pinto, quand il est arrivé en Formule 1, il a fait des choses extraordinaires tout de suite, sauf que ça fait plusieurs Grands Prix qu'il fait des boulettes. Ouais, Et là, c'est un on a peu l'impression que ça a un peu calmé l'enthousiasme sur les jeunes pilotes. Et chez Red Bull, on sait qu'il y a Verstappen. Ouais. Il y a une deuxième personne, enfin, il y a un deuxième pilote. Est-ce que ce sera Perez ou pas? Rien n'est moins sûr, et puis surtout vu ses résultats actuellement. Donc, qui pourrait être deuxième pilote? Est-ce qu'ils vont se dire, est-ce que ce serait pas plutôt plus malin de prendre Yuki Tsunoda? Parce que le japonais, ça fait plusieurs années. C'est vrai que Yuki, qu'il ça est, fait très voilà, longtemps qu'il est chez il a Racing vachement Bull, progressé, et il a prouvé qu'il s'est calmé et Voilà, qu'il a il pris s'est en calmé, maturité. il a en pris tout en cas. maturité, Ouais. il est plus constant. Et alors que Lawson, ok, il s'est montré très bon, Colapinto s'est montré très bon, mais là, les erreurs qu'ils ont fait régulièrement, là, La Pinto, peut-être que ça va inciter les écuries à se dire, bon, ils sont très bons, mais il faut peut-être leur filer peut-être une saison dans une écurie un petit peu moins faut se exigeante. former, il faut un Voilà. peu d'expérience, il faut gérer les pneus, il faut gérer le Voilà, carburant. donc, C'est un boulot monstrueux par rapport à la F2 où c'est pas tout à fait comme ça. Donc oui, il y a peu de chances que ce soit un tout jeune qui monte directement chez Red Bull. Colapinto, je suis pas sûr parce qu'il a une facture de carbone un peu élevée là, ces derniers temps. Et ça inquiète c'est un vrai que peu ça a les cassé, patrons ça a d'écurie. cassé beaucoup. Ouais. Après, il y a une rumeur comme quoi il pourrait aussi arriver chez Alpine, puisque le Douane Ouais, est alors, ouais. officiellement confirmé pour l'année prochaine, mais apparemment, Alpine il regarde. court, là. Alors Ce déjà, week-end, Esteban alors, Ocon c'est ne ça. fait pas le dernier Grand Prix de la Esteban saison. Ocon ne fait pas. Alors oui, voilà, on est juste avant le dernier Grand Prix de la saison. Esteban Ocon ne fait pas le dernier Grand Prix. Ça, j'ai trouvé ça très rude. Alors pareil, on saura jamais vraiment si c'est lui qui se barre ou pas, mais a priori, Ouais, il a quand l'ambiance même est un peu été. délétère dans l'équipe. Il a quand même C'est-à-dire été un peu mis à la porte. Au Mais c'est sortir- dur, quoi. De le remercier comme ça. Au sortir de la course, au micro, sortie prématurée, puisqu'il n'a pas fini le Grand Ouais. Prix Ouais. du Qatar. Canal lui demande s'il sera là au week-end prochain et comment ça va se passer, comment ils vont aborder le dernier week-end pour garder leur 6e place au classement constructeur qui est synonyme de gros sous De gros sous, bien pour sûr. le développement. Et Qatar. dont Alpine a besoin. Et il dit on verra. Et dans sa réponse, tu vois bien dans son langage corporel, en fait, il sait que c'est plié, mais parce que le torchon est consumé depuis longtemps entre Ocon c'est et sûr, Alpine. c'est Donc, sûr. Bon, en tout cas, il y aura c'est dommage, mais en même temps, beaucoup de c'est pas changements. Ils disent Globalement. que c'est pour le préparer mieux, il peut aller directement chez As pour le dernier week-end Ouais. et être Ouais, prêt plus tôt. Ouais, voilà, ça c'est de la com. surtout Voilà, Ça, c'est de la se com. préparer avec Mais Douane. non, ça va être sympa l'année prochaine. Beaucoup de Ah, ouais, nouveautés, franchement, ouais. etc. Et on aura 2 années consécutives assez sympathiques parce que beaucoup de nouveautés côté pilote l'année prochaine. Et puis toute nouvelle voiture pour 2026. Et nouveau moteur. Et nouveau moteur. nouveau Et bloc. nouvelle écurie. Et une nouvelle écurie, ouais. Puisque du coup, GM Cadillac Ouais. arrive. Ouais. Qu'est-ce que j'ai envie d'avoir une Cadillac F1 qui fait le bruit des V-Series du Mans. Ce serait incroyable. Ça va être vrai. compliqué. Ouais, ça n'arrivera C'est vrai. jamais, mais c'est pas grave. Probablement les plus belles, ouais. Bon, le sport, Allez. c'était sympa. Assez de sport. Je vous propose, vu que c'est un peu la dernière émission de l'année, de faire peut-être un petit récap chacun. Qu'est-ce que tout le monde a aimé, un petit coup de cœur pour l'année. Et puis ça permet de faire aussi un petit parallèle avec les trophées de l'Automobile Magazine, puisque dans le tout dernier numéro qui sort, qui est décembre-janvier, c'est ça ? C'est janvier-février. Janvier-février, pardon. Donc il y aura évidemment tous les trophées, tous nos trophées, et puis les votes également. Donc, 45e édition. hein. voilà, 45e édition. C'est Et du pas coup, loin. bah, l'occasion, je pense, de faire un petit bilan. Quel a été votre coup de cœur de l'année? Si tu veux peut-être commencer, Gaël. Oui, effectivement, moi je me suis posé la question, puisqu'on arrive en décembre, donc c'est toujours l'heure de se dire qu'est-ce qu'on a vu dans le rétro cette année. Et en repensant aux voitures, parce qu'à l'Automobile Magazine, on essaie des voitures à la rédaction, on va en présentation, on découvre des choses, et au final, on retient des choses. Alors évidemment, c'est totalement aléatoire, puisque Christophe à la présentation de la Mach Pro, Pierre à celle-là, François à une autre. Donc c'est un peu le hasard des choses. Mais moi, cette année, la voiture qui m'a le plus marqué, alors c'est pas une sportive, c'est la Renault 5. Franchement, j'étais Trop facile, trop très facile. impatient. Gaël, Non, mais trop facile. J'étais très enfin. impatient de la voir en vrai parce qu'en photo, moi j'aime pas. Enfin, le rendu en photo, c'est une information, mais le vrai contraste, le vrai choc que tu as quand tu vois une voiture, c'est quand tu la vois dans la rue au milieu des autres et la voir déjà. La caisse, elle est franchement, on dirait un concept car. Il y a quelques années, les mecs n'auraient jamais imaginé qu'on puisse sortir une voiture comme ça pour le grand public. Oui, c'est vrai. Surtout Renault qui disait on ne fait pas de rétro design. Ouais, Voilà, ok. donc la voiture, elle plaît, elle est vraiment, j'adore la caisse. Et en plus, on a pu faire un comparatif avec Jalil. Hein. Rappelez-vous, on a fait Ouais, un- avec la Peugeot 208, en effet. Voilà, et la voiture à rouler, et ben franchement, la conduire, c'est un moment
très sympathique. Le châssis est top, la direction sympa. Bon, c'est une électrique, mais le compromis est top. Donc franchement, moi, c'est ma voiture de l'année. Après, j'en ai noté 2-3 autres. Alors évidemment, ce sera des sportives, mais comme les sportives, il y en a de moins en moins. Ah bah tiens. dis donc. Oui, mais Arrêtez, vous moquez pas. excusez-moi. Il a dit Renault 5 en tête. Voilà. Arrêtez. Et puis, excusez-moi, mais les voitures, quand on sort d'un essai électrique ou d'une PHEV, excusez-moi de ne pas avoir de coup de cœur et de les oublier à peu près aussi vite que je les ai conduites. Donc, j'aimerais quand même donner un mot sur la Yaris GR. Hein. Cette année, il y avait une nouvelle évolution. La Yaris GR, aujourd'hui, c'est plus de 100 000 €. Donc, autant dire que ça ne s'adresse plus à personne. Mais la voiture. En France, oui. Voilà, en France, ça ne s'adresse plus à personne, mais c'est un petit jouet qui est extraordinaire et qu'il faut avoir conduit une fois dans sa vie. Et puis, j'ai aussi 2 Lotus qui m'ont marqué. Et alors, ça va falloir bien articuler parce que je vais parler de l'Emira et de l'Emeya. Ouais. L'Emira, c'est Choix électrique. Hein. Non, pas les Mira. Non, pas les Mira. l'Emira, c'est la dernière Lotus thermique, donc c'est un petit coupé. Et là, on a pu essayer cette année la version qui est équipée d'un 2 litres essence. Bon, les 4 cylindres, c'est pas ma cam favorite. Fourni par Mais Mercedes c'est AMG. un moteur AMG. Et la voiture a quelques défauts, mais la voiture est extrêmement attachante. Et donc, à la fin, moi, je suis sorti de cet essai en me disant j'ai envie de cette voiture, ce qui ne m'arrive pas forcément souvent. Et j'ai aussi envie de dire un mot sur l'Emeya. Alors, cette fois, Donc, on la est. grande berline électrique de Lotus. Voilà, c'est-à-dire que c'est la même plateforme que les lettres que j'avais essayé l'année dernière, mais cette fois, c'est une berline. Et j'ai été impressionné à la fois par son châssis. La voiture fait 2,6 tonnes. Et sur les routes de montagne. 2,6 tonnes. Oui, et sur les routes de montagne, c'est impressionnant. Alors, je ne sais pas combien de temps ça dure, notamment les freins, parce que vu le poids, l'inertie. Mais en châssis, c'était impressionnant. Et en vitesse de charge pour une électrique, j'ai jamais vu ça. Hein. Sur une Ionity, la voiture prenait réellement, j'ai vu 333 kW de puissance de charge. Ils annoncent de 10 à 80%, sachant que la batterie fait plus de 100 kWh. 14 minutes, et franchement, je les crois. La voiture se charge à une vitesse super sonique. Là, on peut plus dire que l'électrique, c'est chiant, la recharge, le temps, etc. Là, globalement... Et puis, s'il n'y a pas d'émotion mécanique, la version R, elle fait 900 chevaux, et ça marche, oui, ça va. Bon, le câble a fondu à la recharge, hein, tout a fondu, la borne aussi. C'est disloqué. Le journaliste aussi a fondu. Donc voilà, pour moi, c'est les choses qui m'ont réveillé le cerveau cette année. Donc un peu de passion automobile quand même. Bon, ça fait plaisir. Voilà, donc j'attends. Qui veut se lancer après? Qui a des coups de cœur? Quoi? Ouais. J'ai pas réfléchi au listing, mais il y a un truc dont je me souviens très bien. C'est quand même une belle balade qu'on a pu faire en sportive. Il y avait une McLaren 750 S-Speeder. Il y avait une Alpine A110R. Et il y avait une MC20. Une Maserati MC20. Voilà, c'est ça. Et ben, je dois dire que... alors ça fait peut-être un peu haut placé, mais une McLaren 750 S-Speeder, c'est quand même quelque chose. Non, mais c'est-à-dire que au-delà de la puissance, du design, de la marque, de ce que ça représente, du prestige, tout ça, il y a une expérience de conduite qui est extraordinaire, d'une voiture qui est parmi les plus performantes de ce qu'on peut faire aujourd'hui. Oh bah oui, clairement. Mais qui reste accessible. Alors, il faut avoir la tête froide parce que vu les vitesses qu'on atteint, c'est sûr qu'on ne peut pas faire n'importe quoi. Si ça arrive trop vite, ça arrive trop vite. Hein, ça finit toujours dans le décor. Mais il y a quand même une façon, cette marque, ce constructeur a une façon de dompter ou de rendre accessible cette cavalerie et de mettre le conducteur, qui ne doit pas se prendre pour un pilote, le conducteur au volant, en sensation, en connexion avec la voiture, avec la route. Et du coup, vu la puissance, tu pourrais te dire c'est ingérable. Et en fait, non, c'est jamais ingérable. C'est la force de McLaren, globalement. Tu as cette puissance-là au roue arrière, et que eux seulement au roue arrière, et que tu ne te prends pas pour n'importe qui, tu ne te prends pas pour un autre. Et ben, tu as une expérience de conduite, peu importe ton niveau de conduite, qui est hyper valorisante. Ouais. Donc là où tu sens sur d'autres voitures super performantes que si tu n'es pas aidé, tu dis ok, là ça va. Tu fais rien. Et je ne peux pas exploiter ça, c'est pas possible. Enfin, je peux pas, ou alors j'ai pas le contexte, j'ai jamais le contexte. Alors, dans cette McLaren, malgré ses performances stratosphériques, et ben, tu te dis ok, je peux faire à peu près tout ce que je veux. Ouais, tu t'es senti presque comme la personne dont tu as la casquette. Je me suis senti presque bon. Et franchement, c'est hyper valorisant, tu vois. Et après, j'ai été bluffé par la 110R que je pensais sur le papier destinée purement au circuit. Moi aussi. Quand j'ai découvert cette voiture, ça va être une purge. Non, au quotidien. C'est la meilleure des A110. C'est la meilleure des A110. De tolérance, de confort. Avec des guillemets, parce que c'est quand même pas douillet, hein, mais c'est étonnant de confort et de polyvalence pour un objet qui est aussi bien fait pour claquer une pendule sur un circuit. En effet. Donc franchement, voilà. Je suis assez d'accord. Deux coups de cœur, alors désolé hein, pour le prestige, mais franchement, à la conduite, c'était tellement valorisant, c'est ça qui ressort. Pierrot, ton coup de cœur de l'année ?
Écoute, alors moi, c'est pas forcément. Alors, c'est pas forcément pour un produit, c'est plutôt pour des marques. Ouais. Parce que, Leapmotor. déjà, tu noteras que j'essaie beaucoup moins de voitures de sport que vous. Voilà. Tu étais quand même sur ce fameux sujet dont vraiment François un vient de gros parler. Voilà. Gros mytho. Ça, c'est dit, c'est fait. Je suis trop gentil, ça le perdra. Attends, faut que je... Alors, je Note. tiens à préciser quand même pour ceux qui nous regardent que, étant rédacteur en chef adjoint, Pierre Lefebvre est également le chef des essais. C'est donc lui qui choisit, quand même, en concertation avec les rédactions, mais c'est lui qui choisit qui va faire quoi. Donc, c'est le seul fautif de ne pas essayer cette partie. Et en plus, il ment Vous noterez effrontément. que c'est le principe de la chaise tournante, mais globalement, je suis content que vous alliez vous amuser, ça me fait plaisir. Eh ben, ça nous fait plaisir. Ah, mais aussi, j'en ai merci. fait une de temps en temps quand même. Hein, J'ai je pas vais me de priver. qu'un mouchoir. Alors, Qu'un mouchoir. ouais, j'en ai un. Oui, Non, alors, blague à part, pour revenir, alors moi, il y a deux marques cette année, je Tiens. trouve, merci Gaël, c'est gentil. Il y a deux marques cette année qui pour moi, voilà, m'ont un petit peu marqué par des progrès. La première, je vais enfoncer une porte ouverte, c'est Dacia, Ouais, c'est vrai. parce que globalement, en attendant d'essayer le Bigster, ça sera l'an prochain, mais le Duster marque une nouvelle évolution pour cette marque, avec un produit qui est globalement très bien fait. Il n'y a pas de défaut rédhibitoire. Et puis surtout, avant, on achetait une Dacia parce qu'elle était pas chère, mais maintenant, on peut aussi l'acheter parce qu'on la trouve jolie. À l'intérieur comme à l'extérieur. Donc ça, premier sujet évacué. La deuxième marque, c'est une marque qui va mal c'est Volkswagen. Parce que globalement, on va dire que les départs de la stratégie 100% électrique de Volkswagen ont été calamiteux, des problèmes logiciels, des choses comme ça. Il y a de vrais progrès sur les derniers produits. J'ai pu notamment réaliser un gros roulage avec une ID7. Et globalement, en termes d'autonomie, de choses comme ça, ou de planificateur d'itinéraire, maintenant, ils sont clairement au niveau. Et en plus, au-delà de ça, l'ID7, sur la forme, on parlait de design, on a eu l'émission tout à l'heure. Peut-être plus compliqué. Sur la forme, on a le droit d'en penser ce qu'on veut. Bon, globalement, je ne suis pas spécialement emballé. En revanche, à l'usage, il faut reconnaître que c'est un bon véhicule, c'est une excellente berline. Et pour faire de la borne, bien que ça soit une 100% électrique, vous pouvez envisager clairement de faire plus de 400 km sans aucun problème avant de recharger. Donc, c'est assez remarquable. Et au-delà du côté 100% électrique, l'autre progrès marqué par Volkswagen, c'est sur les technologies hybrides rechargeables. On a pu essayer ces derniers mois le nouveau Tiguan, la Golf Restylé, avec cette technologie remise à jour, avec une très grosse batterie. Alors déjà, très grosse batterie, synonyme de grosse autonomie en électrique. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'évidemment, une voiture hybride rechargeable, lorsque la batterie est vide, elle a plutôt tendance à picoler. Oui, parce qu'elle est bien sûr plus lourde qu'une thermique à puissance équivalente à cause des batteries. Et en l'occurrence, on a mesuré les performances de ces véhicules-là, et les voitures sont également sobres. Et ils s'en sortent bien. Ouais. Voilà, batterie vide, et du coup, VV propose une technologie qui est au niveau des meilleurs. Donc voilà, moi, les deux marques dont j'avais envie de parler aujourd'hui. Moi, je reviendrai un peu sur les PHEV, parce qu'effectivement, il y a une petite folie là, sur la taille des batteries. On a des batteries de 20, 25, parfois jusque 30 kWh. Ah, Mercedes, ils ont dépassé 30 kWh sur des gros modèles. Ouais. Et je pense que ça commence à aller trop loin. Je ne suis pas sûr que tout le monde ait besoin de faire autant de kilomètres en électrique tous les jours, parce qu'a priori, si on achète une PHEV, c'est qu'on peut la recharger ou au boulot ou chez soi. L'inconvénient, c'est qu'on a des batteries très chères, très grosses, on perd du coffre, souvent pas mal de coffres. Pas faux. Elles sont beaucoup plus lourdes. Ça fait beaucoup d'inconvénients pour des voitures dans lesquelles on met beaucoup trop de technologie très chère. Aujourd'hui, le problème, c'est aussi le prix des voitures. On va finir par trouver un juste milieu. Ouais, déjà, c'est l'inflation. On a quand même une technologie batterie qui évolue avec le temps, et on peut aussi raisonnablement penser que d'ici quelques années, on aura quand même des batteries qui, a priori, pourraient prendre un peu moins de place et qui seraient aussi peut-être un peu moins chères. On le revérifie. C'est pas la tendance. Mais on le revérifiera plus tard. Mais je crois aussi que c'est lié, en fait, l'augmentation des capacités des batteries sur les PHEV. C'est aussi lié dans certains pays à une législation en termes d'avantages fiscaux, etc. Oui, il faut atteindre un certain nombre de kilomètres en produit. C'est le cas, c'est en Chine. Il faut faire plus de 100 km pour avoir les aides. Mais moi, consommateur européen qui n'ai pas les moyens des consommateurs allemands ou suédois, par exemple, je m'en fous un peu qu'il y ait besoin de 100 km en Chine pour avoir une aide. Moi, je veux un produit qui correspond à mon besoin et à mon budget. Et là, ça commence à plus être le cas, et c'est un vrai problème. Donc, il y a peut-être une réflexion derrière. Je pense que chez les constructeurs, ils y réfléchissent aussi, parce qu'on voit le Tiguan, il est quasiment à 60 000 € le PHEV. Ouais, en effet. Ça commence à faire énormément d'argent avec un coffre qui est plus petit, une voiture qui est plus lourde. C'est vrai, mais alors, juste pour donner un point positif sur le Tiguan, l'emplacement
de la batterie, c'est exactement le même que celui d'avant. C'est-à-dire que la batterie a quasiment doublé en capacité, mais l'emplacement prix est le même. Donc, Oui, C'est pas une raison non plus c'est toujours pour ça. Mais, avoir un coffre plus grand. mais quand oui, même. c'est On ça. aurait une Oui, batterie oui, un mais peu moins grosse. ils avaient le choix entre dire on a une technologie de batterie qui permet soit de réduire la batterie quasiment de 2 fois en volume, soit de garder le même emplacement et d'avoir plus de capacité. Ils ont choisi cette deuxième solution. Elle est certainement pas parfaite, mais dans ce cas précis, c'est quand même. Mais par contre, je te rejoins sur l'histoire du prix parce que le Tiguan, la nouvelle Ah oui, génération mais de Tiguan, oui, en matière de tarifs, C'est ils ont un petit peu perdu astronomique. pied avec la Ça devient réalité. astronomique, les prix de certaines PHEV. Moi, je suis pas. Je trouve quand même que l'augmentation de l'autonomie, c'est même sur les PHEV, c'est quand même intéressant pour pas mal. Moi, je trouve ça, Quand on sympa, proposait mais 50, je 60 bornes. trouve ça sympa, mais là, on a atteint quelque chose où il faudrait pas aller plus parce qu'après c'est n'importe Faut quoi. pas aller plus, mais te dire que tu peux faire, dans la vie de tous les jours, entre 80 et Ouais. 90 km, Non, c'est top. dans le pire des cas, c'est vachement rassurant quand tu habites à 30-35 bornes de ton lieu de travail. Oui, c'est Et tu peux T'as quand même, pas envie faire forcément ton d'en long charger tous trajet les sans jours. te, Tu te dis, je rechargerai demain. sans pas grave. te poser de Que questions. s'il fait -2, bah, tu vas plus consommer, donc tu vas avoir moins d'autonomie. Pour toutes ces raisons, s'il y a plus de gens dans la voiture, etc. Donc quand les PHEV proposaient 50-60 bornes, vous pouvez dire c'est un peu court, je suis pas sûr. Alors que là, Oui, non, mais ça apporte, ça apporte ok, un vrai confort. je sais que la semaine, je vais pas démarrer mon moteur thermique. Ouais, Je bien le sûr. sais. Ouais, C'est sûr. ça apporte un vrai confort. Est-ce Oui, que mais le prix la à payer question, est voilà. élevé, quoi. Après, la Toujours le question, prix, hein, de on la en revient balance, toujours à non, ça. mais c'est Pas sûr, que ça, mais Le prix global, juste volume pour, de coffre aussi. On a des véhicules qui perdent 100 litres de coffre, quoi. Sur Sans- certains, oui. Eh Sur oui. certains, Certains, bah, mais c'est pas un sur cas tous. extrême. C'est pas le Non, cas non, sur toutes les voitures. C'est pas très extrême. Chez Cupra, c'est le cas aussi. 100 litres de coffre en moins, c'est beaucoup. Hein. Ça dépend de l'utilisation C'est du qu'on a de la poids en voiture. plus. Ça peut être Et beaucoup. voilà. Ça peut être beaucoup. Juste pour revenir sur le sujet sur lequel on était, Oui. t'as un petit coup de cœur cette année, toi? Ouais. Il y en a une qui m'a fait très très plaisir. Ne faites pas Vas-y, de balance ta vanne, Alors, Pierre, balance alors, ta vanne. Pierre est prêt à se moquer, mais non, il se trompe complètement. Non, celle qui m'a fait très plaisir, c'est la 12 cylindrée de chez Ferrari. Ah Parce oui, que c'est d'accord. le Toi, t'es- dernier V12 atmosphérique, non hybridé. C'est une voiture qui est très particulière, c'est une grande GT, 2 places. C'est une voiture qui est dédiée entièrement au plaisir de l'automobile, de la conduite, de la mécanique. C'est l'expression ultime des mécaniques haut de gamme, nobles. On a 12 cylindres en V, atmosphériques, qui prennent plus de 9250 tours minute. Alors c'est une voiture complètement inaccessible pour le commun des mortels, mais elle existe encore, et qu'une marque comme Ferrari prenne du temps et beaucoup d'ingénieurs et de techniciens pour développer une voiture comme ça encore aujourd'hui. On sait que c'est la dernière hein, de ce style. Oui, ça fait plaisir et c'est un truc exceptionnel. Même si on ne la possède pas, on l'entendra passer. C'est un super bruit. Ouais. On la verra passer et ça émerveillera les yeux de tous les enfants. Quand on passe avec une voiture comme ça devant une école, tous les mômes sont comme des fous, garçons, filles. Enfin voilà, ça fait plaisir. Oui, C'est un peu de passion auto. Il suffit de passer devant Webedia, on sera tous comme des fous aussi. Hein. Peut-être. C'est vrai. Non, mais je suis d'accord avec Christophe. C'est là où tu as plein de marques qui anticipent. Tu sais, qui disent bon, bah, on va réduire un peu la voilure, Ouais. on va faire un entre-deux, on va du coup anticiper, on va mettre moins de sous là-dedans, dans le pur thermique, même des marques sportives hein, qui réduisent un peu la voilure en disant on va prévoir après. Là, tu sens qu'il y a quand même la volonté d'aller jusqu'au bout d'un truc de fou. Bah justement, je vais prendre le contre-pied parce que moi, mon coup de cœur de l'année, la voiture que j'ai pu essayer et que vous n'avez pas encore essayé, mais j'espère qu'on en sortira une dans pas trop longtemps, c'est la 911 hybride, qui est quand même sur le papier un sacrilège pour beaucoup et qui au final est une démonstration de quand on prend le temps de développer une voiture avec les bons arguments, ça fonctionne. Et c'est quand même une 911. C'est une hybride ou une hybride rechargeable? C'est une hybride. C'est une hybride. Ouais, c'est une hybride. C'est une hybride simple. C'est une hybride perfo, en fait. Voilà, exactement. Une hybride performance avec une technologie de dingue, notamment un gros turbo à assistance électrique et qui permet globalement, c'est bizarre parce que tu passes d'une voiture qui était biturbo sur une GTS à maintenant un simple turbo, beaucoup plus gros, donc normalement tu as un gros temps de réponse, là tu n'en as pas et tu as presque l'impression de conduire un Atmo. Et du coup, ça va quand même dans le sens ils ont développé des choses qui permettent toujours d'avoir un certain plaisir au volant. Alors certes, c'est pas comme un 12 cylindres Atmo, mais ça fait quand même plaisir. Et jusqu'à présent, la GT3, ça reste une voiture Atmo aussi chez Porsche. Donc il y a un peu de tout. Moi, je trouve que c'est un peu une farce cette hybridation de 911. Alors, une phase dans c'est une quel sens? démonstration technique qui tient la route. Qui est Indéniable. hallucinante, ouais, c'est Indéniable. vrai. C'est incontestable, mais de la part de Porsche. Mais c'est quoi le gain? surprenant. Est-ce que tu Et le problème, évites c'est le que tu super gagnes, malus? voilà. Non, c'est de la perf. Le C'est de la gain, c'est perf. de la performance. Donc c'est une vaste blague. Donc là, le client va quand même payer 60 000 de malus demain, 100 000 si l'État décide de payer 100 000. Oui, mais après, ils n'ont pas conçu la voiture pour le marché français. Enfin, Non, mais le but d'une hybridation, c'est de faire moins Oui, de mais CO2. justement, à quoi c'était Le but quoi d'une le but hybridation, c'est de faire moins de Je comprends CO2. pas, oui. Effectivement, Il y a un peu moins de CO2, Il y en a mais moins. c'est Il y a- pas ouais. très marqué. Il y en la a, marge, il y en a, mais c'est énigmatique. Hein, C'est une blague. C'est-à-dire que tu payes plus cher,
Et tu rajoutes Un du truc. poids, j'imagine, en plus. Tu rajoutes 50 kilos. Donc ça, c'est assez fort parce que c'est pas beaucoup. Par contre, il y a un truc, tu rajoutes 50 kilos, mais toutes les 911 coupés aujourd'hui sont livrées sans siège arrière. C'est une option gratuite, mais pour arriver à seulement 50 kilos d'écart de poids, il n'y a plus de siège arrière sur les 911. Ouais, Donc- qui irait s'asseoir à l'arrière, à part des enfants. Certes, mais c'était quand même un truc qui Ah, c'est faisait... un argument de la voiture. Oui. voilà, Oui. c'était la 2 plus 2. C'est un bon. argument de la voiture. Deux, oui. C'est sûr. Mais franchement, c'est pour ça que je trouve que c'est une farce. C'est-à-dire Oui, que bah, c'est fait pour faire moins de CO2 et tu fais à peine moins de CO2. Après, c'est la première tentative de Porsche là-dessus. Ouais. Donc, avec un peu d'optimisation et peut-être quelques années de développement, qui sait ce que ça va donner. En tout cas, ça fait plaisir de voir que Porsche, ils se sont dit, on va essayer de garder notre ADN de 911 au maximum en gardant une 911 qui passe pas à l'électrique comme le seront les prochains Boxster et Cayman. Je trouve que c'est comme... Il y a une considération, en tout cas, de Porsche là-dessus Oui. qui fait plaisir à voir. Et la voiture est fantastique à conduire. Alors, j'ai pas trop compris sa place dans la gamme parce que pour l'instant, c'est la seule hybridée parmi les 911 et il y a tellement de variantes différentes de cette voiture que elle a un positionnement un peu compliqué. Il faudrait attendre les nouvelles turbos, etc. pour savoir comment vraiment elle va réussir à se positionner. Mais C'est quoi l'écart de prix avec une 911 standard? pas beaucoup. Et pas chez cher. Porsche, t'es chez Porsche, hein, je crois que c'est 175 000 euros versus 135. 40. Donc 40 000 balles. ouais. un C'est peu. la GTS en fait. Hein. Oui, Ça c'est la remplace GTS. la GTS. Oui, c'est c'est la ça, mais du GTS, coup, ouais. tu payes 40 000 euros et. Mais à t'as la part- puissance de l'ancienne turbo en fait. Et Ok. elle s'appelle comment d'ailleurs? Elle s'appelle pas hybride? Elle s'appelle 911 GTS T hybride. T-hybride. Bon, je sais pas ce que vous en pensez. Moi, je trouve que c'est. Bah, arriver après. 40 000 Alors, balles pour dire, ok, tu je, fais à peine moins de je, CO2, je me après, permets juste de dire, La caisse est top. conduis là. Non, mais c'est ça. c'est ça le truc. C'est ce que j'allais dire. Non, mais- J'attends de la conduire. Non, mais je veux bien. On en parle après. Je veux bien, mais sur le fond, tu vois, moi, encore une fois, la réalisation, je ne discute pas. Et Porsche, en Mais réalisation, c'est oui, souvent sur l'intérêt extrêmement bien fait. de cette Mais voiture, c'est quoi la je démarche? suis d'accord. Et d'ailleurs, je l'avais soulevé dans mon essai quand Moi, je l'avais fait. L'intérêt de cette voiture Après, est première discutable. chose, c'est que l'argent est un argument pragmatique. Je suis pas sûr que ça soit avec pragmatisme qu'achètent, que les clients achètent des 911. Enfin, globalement. Je sais pas, 40 en effet. 000 euros. Non, mais Je vais non, je vais c'est- revérifier pour le prix. Pour beaucoup de énorme. clients de Porsche, la somme en bas de la facture n'est absolument pas un problème. Ah, je suis pas d'accord. revanche- non, je suis pas d'accord. Moi, je crois qu'il ne faut pas se dire c'est plus 40 000 euros. C'est la remplaçante de la GTS. Par rapport à la GTS d'avant, il doit y avoir 7 ou 8 000 euros. Comme toutes les 911 Ah, restylées mais vont tu gagnes quoi augmenter par de rapport à 7 une ou 8. GTS du Bah, coup, t'as en la expérience, puissance d'une turbo. en expérience Donc de conduite. ils font monter toute la gamme en fait. La GTS aujourd'hui, elle a la puissance de la turbo d'avant. On attend ce qu'ils Exactement. nous réservent C'est exactement pour ça. les turbos et turbo S qui vont elles aussi certainement grimper. Ok. Mais voilà, c'est juste, ils font tout monter comme ils font à chaque fois en fait. Je le comprends sur une Ferrari 296 GTB. Ok, Voilà, donc qui une- est hybride rechargeable Hmm. et que tu peux laisser en fonctionnement hybride quand tu es en mode sport, la batterie est toujours pleine, tu as toujours toute la puissance possible de la chaîne de traction Hmm. et tu payes à l'époque, enfin en 2024, tu payais 4 000 euros de malus sur la voiture. Hmm. Donc là, Ouais, mais c'était une hybride rechargeable. bien sûr, mais c'est-à-dire que l'expérience de conduite est absolument pas altérée par rapport à ce que pouvait être une berlinette avant. Et pour le coup, tu t'économises quand même en France un petit ticket de 60. Ouais, non, et mais- je vois pas pourquoi d'autres pays européens, de toute façon, il y a des sanctions fiscales sur le CO2 un peu partout. Donc chez nous, c'est ridicule. Oui, Et mais partout, donc ça voilà, mais existe. donc en fait, c'est un problème franco-français parce que mais globalement, partout, ça existe. dans la mesure où Porsche, s'ils arrivent à arriver à leur quota CO2 et à ne pas trop dépasser parce qu'ils vendent de l'électrique, il y a le nouveau Macan qui est là, il y a le Taycan, il y a pas mal d'hybrides rechargeables. C'est la majorité des ventes, je crois, chez nous sur les Panamera et C'est le Cayenne. Cayenne. surtout. Best-seller, Donc- c'est le Cayenne. Dans la mesure où ils arrivent à contrebalancer leur truc, on peut que se réjouir qu'on ait encore des voitures sympas avec des moteurs qui font vroom vroom et qui pétaradent à l'échappement, tu vois. Non, mais moi, je suis En, d'accord. en tant que. Je suis d'accord avec François. Je Non, trouve moi, que ça c'est manque non. d'ambition Merci. parce que tu prends une McLaren Artura qui est arrivée avant. C'est une PHEV. Une PHEV, d'accord, Ouais, mais mais pas c'est une pareil. hybride. Non, mais ce que je veux dire, c'est que c'est une hybridation beaucoup plus ambitieuse. Là, ta voiture, elle est juste hybride, pour la performance. Tu gagnes pas en CO2. Tu gagnes un peu en perf, mais globalement, en l'usage, tu Non, rends compte de rien. tu gagnes énormément en perf. T'as la puissance. C'est un Essaye missile. non, mais essaye une Artura ou J'ai une essayé une Ferrari, Artura. Et l'Artura, c'est incroyable. Oui, c'est fantastique. incroyable, Mais c'est fantastique. c'est le double du Mais prix c'est- aussi. Mais non, mais, Non, mais. t'exagères un peu, mais- Non, mais. Non, mais. pour moi, c'est sincèrement- l'ambition du constructeur. Je trouve que Porsche, sur cette version de 911, Bah ouais. manque d'ambition. Ah, moi, je trouve. Ça moi, je trouve- sera moi, je trouve la au- prochaine génération. le modèle Moi, je trouve dont au tu parles, contraire en fait. que c'est assez, C'est- assez génial en développement technique et que c'était le moyen d'arriver à faire un truc qui est, entre guillemets, socialement acceptable Mais c'est pas. sans se trahir, quoi. Ça l'est pas. Pas parce que tu Non. mets hybride sur la carrosserie que c'est acceptable. Il faut le Et voir c'est acceptable aussi. socialement
est malgré tout discutable si tu dis j'ai économisé 50 grammes de CO2. Non, mais Ok, là, après le fondement du CO2, la pollution, ok, on discute, mais sur ce qui serait socialement acceptable et justifiable pour un constructeur, c'est de dire j'ai hybridé ma sportive, elle émet moins de CO2. Ouais. je crois que c'était pas le but. Et la 911, ils Bah, la c'est vendent ça. beaucoup aux États-Unis. Les PHEV aux États-Unis, Mais une hybride pour eux, ça par va ailleurs, très bien. C'est pas le et premier voilà. constructeur à utiliser l'hybridation pour faire de la performance. Non. BMW, ils ont commencé comme ça, notamment. Donc, oh, mais c'est sûr, mais Mercedes AMG aussi. et après, la problématique du CO2, elle reste quand même très franco-française, en fait. Bah oui. Mais, Et- Plus européenne, oui, on on peut peut pas pas dire dire ça, à échelle c'est Oui, européenne. non, mais À nous, on échelle a une européenne, fiscalité européenne. en plus punitive. Oui, Mais, oui. mais globalement, Porsche, enfin bon, combien de 911 ils vendent en France versus, 600 à peu près par an. versus le marché Ah ouais, nord-américain, entre 600 et versus, 700, ouais. versus l'Allemagne, versus l'Angleterre. Donc Non, ils mais font c'est pas sûr. des voitures pour la France. Et puis enfin, c'est une nouvelle démonstration technologique ou une nouvelle ligne sur une famille qui est effectivement tentaculaire, compliquée. La gamme, elle est très complexe, du 2 roues motrices, du 4 roues motrices, du cabriolet, du Targa. Enfin bon, bref, je vais pas vous faire Ouais, il y en a l'inventaire à 50 000 l'après-vert. versions. Ouais. Et chacun y trouvera son compte, soit en fonction de son porte-monnaie, parce qu'évidemment, on parle de voitures qui sont quand même extrêmement chères, soit en fonction aussi de ses goûts d'automobiliste. Il y en a qui sont red dingues de la turbo, il y en a qui sont red dingues de la GT3 parce qu'ils font du circuit ou parce qu'ils sont complètement accros au moteur atmosphérique. Bon, globalement, réjouissons-nous de cette nouvelle variante. Non, Je c'est trouve pour ça. Attendons les Turbo et Turbo S. On verra si elles seront hybridées, ce qu'elles feront en puissance, puis après on en reparle. Moi, je parie Alors, sur j'ai une... un scoop. Moi, je Si parie vous êtes ça, je pense que l'invitation pour les essais, ça sera l'année prochaine. Bon, ben voilà. Donc on Moi, se donne rendez-vous. je parie sur une Turbo S qui sera hybridée et qui fera au minimum 700 chevaux. Il y a de grandes chances. Minimum. Et on parle pas d'une GT2. Ah, ça, on ne sait pas si ça va arriver. Wait En and général, ça arrive en fin de see. vie. Bon, voilà, j'ai juste vérifié. Il y a 43 200 euros d'écart actuellement. C'est de entre l'argent, les là, deux je voitures. me rends pas Oui, compte, mais il y avait à peu près ça avant, entre une de Entre base une et normale et une une GTS. GTS, oui, bien sûr. non. Enfin, Bon, François, ok. François T'en veux Non, pas. c'est non, c'est Non, t'en non. veux pas, C'est non. t'en veux pas. Voilà. C'est non, Moi, merci. c'est Team GT3. Merci, mais non. Team GT3. Ah, Voilà. GT3, mais ça, Voilà. c'est. Ça, tant qu'on peut l'avoir, on l'aura, mais. Moi, c'est Team tout. hein. Ouais, voilà. Moi, je suis type, 911, j'aime bien ouais. découvrir des choses. Globalement, Bon, c'est pour bien. conclure cette vidéo, messieurs, dernière vidéo de l'année. Donc, un mot. Qu'est-ce que vous aimeriez voir en 2025? Pas forcément en termes de modèle ou quoi, mais qu'est-ce que vous aimeriez voir dans le monde automobile en 2025? Qu'est-ce qui vous ferait plaisir? Un peu plus de passion, un peu plus de sport auto, un peu plus de... Bah, Qu'est-ce notre que vous problème, voudriez? ce que disait Pierre tout à l'heure, on est dans une société française avec des réglementations, des normes de CO2, des choses qui font que l'offre de voitures en France se réduit de plus en plus à des choses de plus en plus rationnelles. Ouais. Ça peut se comprendre d'un point de vue environnemental, mais d'un point de vue essai, malheureusement, j'ai peur qu'en 2025, on n'est jamais à l'abri d'une bonne surprise, et ce serait chouette, mais on ne va pas forcément vers les voitures qui, en tant qu'essayeur, nous plaisent, à savoir des voitures compactes, légères, pas forcément électrifiées parce que ça rapporte du poids et le gain n'est pas forcément flagrant dans un cadre d'usage où on se fait plaisir, à savoir sportif. Donc on n'est pas dans une tendance de voiture, en tout cas quand on parle uniquement produit, qui s'annonce forcément très sympathique pour le marché français. Donc, j'ai déjà mon candidat pour l'essai de la Citroën Ami restylée. Merci, Gaël. Ah non, parce qu'elle ne correspond pas du tout aux critères que j'ai utilisés. Hein. Compact, J'ai léger. J'ai dit pas d'électrification. On y est. Ouais. Donc, Ça va être non, parfait. Non, En merci. effet. Non, En merci, plus, Pierre. c'était toi qui avais fait réaliser le premier essai. Tu Non, es mais le justement, spécialiste. il faut donc Tu es le spécialiste ce maison. que tu expliquais tout à l'heure, ça passe de main en main, chacun J'ai son fait. tour. Non, mais J'ai fait un écoute, mois, j'attends donc, avec impatience ta vidéo J'adore sur j'adore l'ami, ce pot Non, sur mais la pot mienne. yaourt. je peux pas, j'ai piscine. Suivant. Qu'est-ce que vos attentes Moi, pour l'année j'aimerais prochaine? un peu de stabilité de la part de nos élus sur le plan fiscal. Parce que il y a quand même on se rend pas compte, mais derrière toute la machinerie que ça implique de changer les règles en permanence, en fait, au niveau des émissions de CO2, des normes de pollution, etc. C'est un casse-tête derrière pour les constructeurs automobiles qui n'ont absolument pas la possibilité de figer une feuille de route, de dire C'est ok, pas faux. on va là-bas et on change pas entre-temps les règles, on va là. Et ce cap-là, ce but serait pas absurde, serait réalisable. Et les checkpoints à éventuellement passer entre-temps seraient eux-mêmes réalisables. Parce que derrière, si les règles changent tous les trimestres, et c'est ingérable en fait. Du coup, il y a des modèles qui disparaissent, d'autres qui réapparaissent. C'est pour figer un plan et derrière, parce que qu'est-ce qui se passe derrière? On se parle d'emploi derrière, enfin, c'est l'industrie automobile qui va pas bien. Il y a des redressements judiciaires en pagaille chez les constructeurs, chez les sous-traitants, qui se remettent péniblement d'une crise Covid qui a fait très mal, qui a
bouleversé le marché de l'automobile, qui est plus ce qu'il était et qui reviendra probablement jamais à ce qu'il était avant, c'est-à-dire en volume Bien sûr. de vente. Crise Covid et le Dieselgate qui a Bien sûr. accéléré, qui était un catalyseur Bien sûr. monstrueux pour Mais, tout ce qui est, électrification. Enfin, il y a eu beaucoup de facteurs à la fois, en fait. Voilà. qui Et les ont beaucoup rétropédalages changé en le marché. pagaille sur on est tout électrique. En fait, on va moins tout électrique parce que finalement le marché ne répond pas. C'est la preuve qu'aujourd'hui, le débat, c'est plus l'offre. L'offre électrique, il y a tout. Ouais, c'est Des sûr. citadines, des familiales, des Mais sportives. c'est la capacité des gens Les à gens suivre et à acheter. achètent ouais. pas assez si l'État ne crache pas au bassinet pour soutenir le truc. Et quand on voit les derniers barèmes de bonus CO2, qui va encore baisser pour la majorité des gens. La majorité des gens, du coup, maintenant, c'est 2000 au lieu de 4000, c'est ça? Ouais, c'est ça. Ouais. Ça va être 2000 €. Bah, c'était 7. Ça suffisait pas déjà. Ça cette- suffisait donc, à peine à faire. Si, ça a suffi, ça a décollé. Ça a On décollé. est arrivé ça à s'est arrêté. 17% du marché sur certaines années. Donc, Mhm. ça a quand même clairement décollé. Mais à mesure que les baisses diminuent, le marché se tasse. Ouais, forcément. Et en plus de ça, on dit on durcit parce qu'on colle des amendes sur les émissions de CO2 à l'inverse. Bah, du coup, les taux se resserrent en fait sur des constructeurs qui n'ont absolument aucun moyen d'avancer sereinement en fait. Et derrière d'assurer des emplois et voilà une filière quoi. Je rejoins François, c'était effectivement moi aussi la chose que je voulais aborder. Je pense que ce qu'on peut souhaiter, c'est un petit peu moins d'hystérie, en fait. C'est-à-dire que tu parlais de clarté sur la législation, etc. C'est rappeler quand même que d'un côté, il y a énormément d'emplois, que ça fait vivre des millions, enfin, de mémoire 1,5 million de personnes en Europe. En France, c'est non, en 400 000 France. personnes déjà. En- Non, voilà, en France, la les filière auto, sous-traitants et tout, c'est beaucoup. Enfin, C'est beaucoup. voilà, quoi. ça fait 400 000. vivre énormément de monde. Il faut qu'il y ait des usines qui restent en France, mais pas qu'en France, en Europe d'une façon un peu plus large. Et puis que le climat soit un peu moins hystérique parce que, en fait, souvent il y a des décisions qui sont prises par des gens qui habitent les villes et qui n'ont pas des problématiques ou des besoins d'automobilistes. C'est vite oublié que la France, c'est un pays avec un territoire qui est certes petit à l'échelle du monde, mais qui est grand avec beaucoup de communes où les gens ont besoin de leur voiture De se au déplacer quotidien pour ouais, vivre. bien sûr. Que beaucoup de ces personnes ne passent pas à l'électrique, pas parce qu'elles sont anti-planète ou elles sont contre la problématique du réchauffement climatique. Ces personnes-là, elles ne changent pas de voiture parce qu'elles ne peuvent pas faire autrement. Et au bout d'un moment, on est en train en permanence de les pointer du doigt. On leur interdit d'accéder dans les grandes villes. Mais en fait, je pense que si elles pouvaient conduire des voitures plus récentes, plus sûres, plus confortables, plus sobres, elles le feraient. Voilà. Et il y a un moment, ça serait bien que le climat s'apaise un peu. Voilà, c'est mon souhait. Christophe? J'aimerais beaucoup que les voitures retrouvent un peu de légèreté. Gaël en a parlé un peu, mais effectivement, nos voitures sont de plus en plus lourdes. Donc de plus en plus lourdes, ça veut dire un cercle vicieux qui fait qu'on met de plus en plus de matière, parce qu'il faut des plus gros freins, des plus grosses transmissions, il faut des plus gros longerons pour les chocs. Tout ça, ça va dans le mauvais sens et ça fait consommer plus. Que ce soit une voiture thermique ou électrique, plus elle est lourde et plus elle est grosse et moins elle est efficace. Donc on va pas dans la bonne direction. Et en plus, quand on fait une voiture légère, elle est plus sympa à conduire, elle tient mieux la route, souvent elle est plus confortable. Donc voilà, c'est un truc que j'apprécierais et je crois qu'avec l'électrique, c'est vraiment compliqué parce qu'on a des batteries qui sont lourdes, encombrantes, chères, qui ne se rechargent pas forcément assez vite, qui n'ont pas forcément assez d'autonomie. Donc avec l'électrique, on n'est pas bien parti. Un soir rassuré. Avec Alpine, c'est la légèreté perçue. Voilà, c'est ça. Tout On va essaie bien. de faire une petite Quelle pirouette. Oui. vaste blague. Il y a des moyens pour le faire. N'empêche que la vraie légèreté, elle est toujours plus efficace. Et c'est tout le paradoxe aujourd'hui, c'est que globalement, jusqu'à il y a quelques décennies, faire des voitures légères, c'était faire des voitures pas chères, parce que tu mettais rien dedans, et c'était des voitures avec très peu d'options, très peu d'équipements, etc. Aujourd'hui, faire une voiture légère, c'est une voiture très chère, parce que de base, tu es obligé d'avoir énormément d'aide à la conduite, GSR2, on en parle tout le temps en Europe, etc. Beaucoup d'équipements, tu le disais, l'électrification. Donc, faire des voitures et légères et abordables et Après, c'est bien compliqué. Et sûres surtout, et qui résistent Voilà. au choc, Et parce sûres, que c'est oublié de dire bien que sûr. la prise de poids, elle est liée aussi à des problématiques de choc. De sécurité. personne ne se Évidemment. plaint aujourd'hui de plus rouler dans une boîte à roulettes où tu as le moindre carton et tu as le moteur C'est dans sûr. les chevilles, voire ailleurs si c'est plus violent. Donc personne ne se plaint de rouler dans des voitures beaucoup plus sûres, même des pauvres citadines aujourd'hui qui sont beaucoup plus safe qu'avant. Tu parlais de la publication du nouveau numéro, donc j'ai réalisé un sujet entre la nouvelle Renault 5 électrique et une Renault 5 de 1975, donc la toute première. Faut vraiment pas taper. c'est juste oublier ça. C'est-à-dire que, en fait, alors certes, c'est évident, on peut pas comparer des navets et des carottes,
Mais se dire le niveau de sécurité, il a progressé en quelques décennies de façon hallucinante. Alors oui, forcément, la nouvelle Renault 5, elle fait 1,5 m de plus en longueur, 25 cm de plus en largeur. Et dans cette prise, en largeur. On va dire dans cette prise de gabarit, il y a beaucoup de centimètres qui sont dédiés au fait que quand on a un choc à 40 ou 50 km/h, on va s'en sortir en vie, ce qui n'est pas le cas dans une Renault 5 de 1975. C'est sûr, clairement. mais ça faisait 740 kg. Aujourd'hui, elle fait 1,5 tonne, c'est-à-dire le double. Bon, entre les deux, on aimerait trouver une voie qui serait profitable pour la planète, pour nous. Elle existe, voilà. Mais c'est la voiture qui se vend le plus en Europe tous les ans. Oui, ça s'appelle une Dacia Sandero et ça coûte 15 000 € à peu près. Et c'est pour ça. Pas électrifié. Non. Et il y a ce qu'il faut. C'est une voiture simple. Voilà. Ouais. Et ça fait à peu près tout. C'est pour ça que ça se vend très bien, voilà. que c'est la voiture la plus vendue en Europe, oui, bien sûr. En effet. Donc ça existe, mais il faut pas trop s'en détourner. Mais on a des constructeurs qui sont quand même bien mieux placés en poids que d'autres. Certains sont devenus. Oui, c'est vrai. On Il y a a des l'impression caricatures. qu'ils abandonnent la cause du. Il y a des de la caricatures. légèreté, Pour ne pas le citer, le Peugeot 3008 de dernière génération. L'enclume. Non, mais c'est une blague. Enfin, En effet. Non, mais oui, c'est vrai. 2 tonnes 2. Non, c'est une voiture à l'allemande. Tu regardes tous les SUV allemands, ils font dans ce Ouais, poids-là. mais ça n'empêche pas que ça peut être Non, mais un 2 peu tonnes trop quand même. Ah, Enfin, mais ou du moins que c'est pas forcément nécessaire. Non, et ça pose beaucoup de problèmes. Ouais. Tu rajoutes 5 ou 600 kilos de batterie, la messe est dite. Enfin, au bout d'un moment. Bon, pour finir, moi j'aimerais juste, c'est un peu utopique, je vais passer pour le gamin de la rédaction, mais c'est pas grave. Je voudrais juste un peu plus de. J'avais envie de dire quelque chose, je vais me réfréner parce qu'il y a des caméras, mais Oui. t'as compris le message. On en parlera après. J'aimerais juste un poil plus de passion, vraiment au sens large du terme. Ça peut passer par des événements, ça peut passer par des voitures, des modèles. Par exemple, devant moi, il y a un MG Cyberster. Alors, c'est loin d'être parfait. Si vous avez vu notre vidéo sur la chaîne, vous savez ce que j'en pense. Mais ça fait plaisir de voir qu'il y a des constructeurs qui, avec tout ce qu'ils doivent prendre en compte aujourd'hui, l'électrification, machin, etc., font en sorte de faire parfois des produits un peu sympas et qui n'ont pas forcément d'autres, on va dire, but que de donner le sourire à ceux qui les achètent ou qui les ont. Donc si on pouvait avoir un peu plus de produits comme ça, même à toutes les gammes de prix, j'entends pas forcément des choses très élitistes, je trouve que ce serait pas mal. Et l'électrification n'est pas forcément, à mon sens, j'ai pas le mot. Un frein, voilà, n'est pas une excuse. Voilà. L'électrification n'est pas une excuse à faire des voitures 100% rationnelles tout le temps. Voilà. Et je pense que c'est pas parce qu'on change et que l'automobile change qu'on est obligé d'avoir des voitures juste pour aller d'un point A à un point B. Bon, sur ce, messieurs, merci pour cette dernière. On vous dit à tous bonne fête de fin d'année et puis rendez-vous en 2025. En espérant que cette fois-ci, ce ne sera pas Max Verstappen qui sera champion. Non, en plus, elle est moche, la casquette. Acheté sur le Grand Prix de Spa-Francorchamps en 2022. C'est beau. Absolument. T'as même pas la dernière de cette année ? Pas encore. En fait, t'es un faux fan. Pas encore, Ah, pas c'est encore. moche. Pas encore. non, mais Bon, merci à tous de nous profitez avoir effectivement, parce suivis. qu'année prochaine. Merci à tous de nous avoir suivis et rendez-vous l'année prochaine. Salut. C'est bon, merci.